suis dans le vide, perdu vers les cimes, sur l'autre versant. Bruit de crinoline, passe les cabines, volent les passants. Bonjour, bienvenue dans la chronique Le Moujik et ses phrases. Aujourd'hui, nu dans la crevasse, Jean-Louis nous emmène faire un petit voyage du côté des cimes enneigées. Pas celle d'Auvergne, quoique nous passerons du côté des Longes et de la dent de la Rancune. Mais nous avons déjà une très jolie image dans cette première strophe qui indique qu'il est sur le haut des pistes, l'arrivée du télésiège ou du télécabine, l'espèce de clang des perches qui passent la poulie du pylône et les skieurs qui semblent voler dans la neige. Ma tronche, oui j'habite aux Longes, je suis étranger. Cette pluie qui cingle sur ma carlingue, c'est ça ton alphabet. Il n'y a plus de roche, après tout qu'importe, j'étais à genoux. Je ne veux plus être ce pain sylvestre, ce fond de Saint-Doux. Oui, j'habite aux Longes, je suis étranger. Il n'y a plus de roches. Les Longes est un petit village doté d'une station de ski située sur les hauteurs du Mont d'Or. On peut s'y sentir étranger, on n'est pas complètement de la ville. Et il n'y a plus de roches. Est-ce qu'il parle des roches Tuilières et Sanadoires ? Possible. Crevasse, j'ai perdu la trace, perdu le sentier. Qui voudrait engage l'alliance écarlate d'un preux chevalier. On annonce la neige, une neige épaisse comme du velours. Grand mélancolique aspique des neiges. Pour moi, oui. L'Alliance écarlate est peut-être un jeu vidéo. J'en ai trouvé 2 qui portent ce nom. Notamment un qui s'appelle exactement le Monastère écarlate, qui est essentiellement orienté vers la Horde. Donc pour les quêtes du côté de l'Alliance, ce sera une autre façon de faire. Donc voilà, on parle d'Alliance écarlate à l'intérieur de ce jeu qui s'appelle Monastère écarlate. J'en ai trouvé un autre qui s'appelle Alliance écarlate de l'Écocalypse. Jeu de mots sur l'apocalypse, dans lequel le héros est un éveilleur dans un monde post-apocalyptique. L'aspic des neiges, c'est une vipère que l'on trouve en haute montagne. On la trouve fréquemment au bord des torrents ou des étangs. L'aspic des neiges, ça semble être un animal qui est un petit peu mythique, en tout cas particulier, assez rare. Ce n'est pas la vipère classique que l'on trouve dans nos fourrés ou au bord des étangs. C'est un petit peu à rapprocher du lynx ou d'un animal un peu, comment dire, qui est devenu rare en fait. Pourris-moi, pourris-moi. Il appelle la morsure de l'aspic. Ça me fait un petit peu penser à la morsure du serpent dans Marc-Antoine et Cléopâtre.
Voilà, enfin, c'est un désir de vengeance, de suicide, euh, de défaite, de défaite. C'est un acte de désespoir que l'on va retrouver dans tout le long de la chanson. Nu dans la crevasse, je trouve dégueulasse tous mes souvenirs. Hier à la poste, j'avais une mine atroce, mais que font les gens? Ils collent des plumes, on détonne d'amertume, crient ou entend. Dans de la rancune, il n'y a plus de plume. Alors, la dent de la rancune, quelle est-elle? Eh bien, c'est un conduit d'une colonne de lave, qui est un ancien conduit d'alimentation en magma, haute de 1493 mètres, et apparu il y a 300 000 ans dans la vallée de Chaudefour, qui est non loin des roches Tuilières et Sanadoire. Elle est juste derrière, en fait. Cette colonne de lave a été déchaussée par l'érosion et qui lui donne un relief en forme de mur. En fait, on dirait vraiment un mur à l'heure actuelle. Dans le Massif central, c'est une référence. Peu de gens le savent, mais la rancune est tenace. On en vient à bout aussi difficilement que certains des meilleurs spots alpins ou pyrénéens. Grimper une roche volcanique est très technique. La face nord reste, pour les spécialistes, la plus difficile. Alors là, c'est ce que j'ai trouvé dans mes documentations. Mais la face nord, ça m'évoque irrésistiblement le disque qu'il a donné dans le magazine des Inrecuptibles en 1991. Est-ce que c'était vraiment cette face nord? On ne saura pas. Alors, on pourrait aussi se demander pourquoi dans de la rancune. Si on va un tout petit peu plus loin, on se dit, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors, en fait, ce nom serait à l'initiative du prêtre de Murol, l'abbé Léon Boudal, qui à l'époque avait entrepris de renommer nombre de lieux de la région pour les rendre plus convenables. Ainsi, à l'origine, la dent de la rancune se serait appelée dans le patois local dent de la rancule, à la connotation phallique sans équivoque, ou encore seau de la pucelle, un peu plus loin, qui se retrouva baptisé en dent du marais. Voilà l'histoire de cette appellation de dent de la rancune. Nu dans la crevasse, putain de pétasse, je suis orpheline. Au trophée des glaces, j'avais pris des places. L'autre jour à Tignes, il voulait refaire ses ailes de verre, des cartes sans fil. Hier au funérailles, j'étais à la daille, on voyait que dalle sur la Génépie.
Le Trophée des glaces est une course de moto sur glace. En long travers sur la face gelée, les 25 pilotes moto du Trophée des glaces se déchirent sur la piste, tels des hockeyeurs à l'approche du but. C'est un challenge qui comptait 4 courses: Val Thorens, Champs-Rousses, Orsières et Lens-en-Vercors. Le Funival est le seul funiculaire de Val d'Isère qui permet d'accéder à une plateforme sous le sommet de rocher de Bellevarde. Au niveau historique, c'est le premier funiculaire souterrain de France, même si le premier tiers est en extérieur. Le Funival commence de la gare de Ladaille, dont parle Jean-Louis dans la strophe, et après quelques centaines de mètres, entre dans un tunnel dont il ressort derrière le rocher de Bellevarde. Il fait partie des 2 funiculaires de l'Espace Killy, qui est le grand domaine skiable formé par les stations de Tignes et de Val d'Isère, avec le funiculaire Perce-Neige. Alors donc, nous embrayons sur la piste qui porte le nom étrange de Oreiller-Killy. Donc, cette piste, c'est une piste rouge de ski alpin, située sur le domaine skiable de Val d'Isère, utilisée en Coupe du Monde de ski alpin depuis 1966. La piste est créée en 1966 au-dessus du hameau de Ladaille. La première épreuve se déroule au mois de décembre. Elle porte le nom des 2 champions olympiques, Henri Oreiller et Jean-Claude Killy, habitués de la station de Val d'Isère. Alors Jean-Claude Killy, il est très connu. Henri Oreiller, j'avoue que je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je suis contente d'apprendre que cette piste qui est utilisée dans la Coupe du Monde de ski alpin porte le nom d'un double champion. Sous la mantille, si Marlène passe, dites-lui le pire, que son homme brillant candard traîne à Chamonix. Adieu, fine tige brute d'avenir, brute de raison. Que l'engin m'efface, que l'engin m'efface. Le Kandahar à Chamonix. Qu'est-ce que c'est que le Kandahar ? Eh bien, c'est une coupe du monde de ski alpin qui portait à sa création le nom de ses 2 fondateurs, l'Alberg Kandahar. L'Alberg Kandahar se déroule successivement à Saint-Anton en Autriche, au Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, et depuis 1948 à Chamonix-Mont-Blanc. Ces 3 stations de renommée internationale organisent à tour de rôle l'une des plus belles compétitions du circuit. C'est à Chamonix que les membres du ski club de Grande-Bretagne venaient faire leurs tests en diligence, sous l'autorité d'Henri Lune, père d'Arnold, créateur de la célèbre épreuve de l'Arlberg Kandahar, Arnold Alberg. Avant la création de la Coupe du Monde, il y avait le Kandahar. À l'époque, ceux qui s'imposaient au pied du Mont Blanc entraient alors dans la légende de leur vivant. Pendant des décennies, les courses de l'Alberg Kandahar ont constitué l'événement en ski alpin. Les trophées des premières compétitions de ski au début du siècle sont distribués par Lord Roberts of Kandahar. Ce lord avait reçu ce titre de noblesse en remerciement de la libération d'un bataillon assiégé dans cette ville pendant la guerre d'Afghanistan, après une marche de Kaboul à Kandahar. Voilà l'explication de cette ville de Kandahar qui est si éloignée de Chamonix. Alors, quelques petites dates. 1898, Arnold Lune découvre le ski à Chamonix. Son père, fondateur de la Public School Winter Sport, le premier ski club en Grande-Bretagne, pilote les premières compétitions de ski alpin, avec déjà la naissance des 3 disciplines. 1911, première Coupe Roberts of Kandahar à Montana, 61 minutes pour le vainqueur de cette épreuve. 1924, création par Arnold Lune du club de ski de Kandahar et première compétition alpine internationale imposant slalom et descente.
Durant le même mois de janvier se déroulent à Chamonix les concours internationaux des sports d'hiver à l'occasion de la 8e Olympiade, rebaptisée ensuite Jeux olympiques d'hiver. La Fédération internationale de ski est également créée. 1928, la station de Saint-Anton ou Saint-Anton en Autriche joue les précurseurs avec la première compétition combinée descente et slalom. Les 3 et 4 mars 1928, 2 ans avant la reconnaissance officielle des 2 disciplines par la Fédération internationale de ski, naissent le ski alpin et l'Alberg Kandahar. 1930, les courses de l'Alberg Kandahar ont ensuite respectivement lieu à Saint-Anton puis Muren en Suisse. 1947, après la guerre, la série de compétitions reprend à Muren, Chamonix, qui fait son entrée en 1948, et toujours Saint-Anton. Petit à petit, le cercle des stations organisatrices s'agrandit avec Sestriere en Italie, en 1951, et enfin Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne, en 1954. 1967, le Kandahar perd de son influence avec les prémices de la Coupe du monde de ski, et le combiné classique est moins prisé en raison d'un plus grand nombre d'épreuves individuelles. En 1973, seules les stations de Garmisch-Partenkirchen, Saint-Anton et Chamonix restent dans le comité d'organisation. 1988, le combiné est inscrit au programme des Jeux olympiques. Il aura lieu pour la première fois au JO de Lillehammer, en Norvège, en 1994. Alors après l'évasion au pays du ski, au pays de la neige, sous des monts étincelants, cette chanson est tout de même très désespérante, très dramatique. C'est un cri. Je vais souligner quelques phrases dans l'ordre d'apparition. Alors, prisonnier des glaces, le temps me dépasse, je suis dans le vide, perdu vers les cimes. Il faudrait partir, l'autre pont s'effondre, mais que fait le monde ? Cette pluie qui cingle sur ma carlingue, c'est ça ton alphabet. Cette pluie qui cingle sur ma carlingue, c'est ça ton alphabet. Je le conçois comme étant des reproches ou une discussion véhémente que quelqu'un aurait en face de lui. J'imagine que c'est une femme parce que dans toute la chanson, on évoque le fait féminin, comme disait Jean-Louis, et notamment à la fin quand on parle de Marlène. Donc voilà, cette pluie qui cingle sur ma carlingue, ça pourrait être une discussion véhémente qu'il ressent comme étant des éclats de grêle, comme par exemple de grêle, sur une carlingue. J'étais à genoux, je ne veux plus être ce pain sylvestre, ce fond de Saint-Doux. Alors fond de Saint-Doux, c'est du gras, c'est vraiment, il est liquide quoi, et il n'a plus de forme, il n'a plus d'identité. Il est juste bon à faire cuire autre chose. C'est un peu comme l'histoire de « je suis bon à garder les oies ». Alors, j'ai perdu la trace, perdu le sentier. Donc, voilà, il est toujours... il est complètement noyé. Qui voudrait engage l'alliance écarlate d'un preux chevalier. Il se trouve plus tellement preux chevalier dans ces conditions et il ne se considère plus. Et hier à la poste, j'avais une mine atroce. La rumeur d'en face fait jusque dans la glace des bruits alarmants. On sent comme un bruit d'avalanche en fait. Une avalanche qui viendrait avec un bruit sourd dans le lointain et qui viendrait foncer sur lui. C'est ça que j'imagine. En même temps, tout est blanc, froid, glacial. Dans sa chanson, il emploie des termes qui ont cette coloration. J'ai mes portes solides prises dans l'acide. L'acide, voilà, c'est pas gai non plus, hein, ça vient rejoindre l'aspic des neiges. Pourris-moi, c'est soit une morsure de vipère, donc avec un venin, soit de l'acide, donc c'est quelque chose de très violent.
Nom de Dieu de femme, jette le harnais, viens me prolonger. Donc voilà, c'est bien une femme dont il s'agit. Jette le harnais, viens à mon secours, lance-moi une bouée, viens me prolonger, viens prolonger ma vie. À moins que ce soit une métaphore sexuelle, ce qui n'est pas impossible. Mais d'entrée de jeu, c'est déjà viens prolonger ma vie. Puisque après, en dernière strophe, nous avons si Marlène passe, dites-lui le pire. Que son homme, brillant au Kandahar, traîne à Chamonix. Dites-lui le pire, bon, ça se passe de commentaires, hein. Brute d'avenir, brute de raison, que l'engin m'efface, que l'engin m'efface, que l'engin m'efface. L'engin, dans ce paysage enneigé, on peut imaginer que c'est une dameuse. Quoi de plus monstrueux qu'une dameuse qui remonte le long des pistes à une vitesse effrayante, compte tenu de son poids d'ailleurs, et qui la dévale en écrasant tout sous son passage, en broyant la glace, en broyant les blocs de neige pour en faire un endroit skiable. Que l'engin m'efface, voilà, ça pourrait être ça. De toute façon, c'est pas du tout une parole gaie. On peut dire que c'est vraiment, s'il y a une chanson sur le suicide ou sur le désir de mourir dans son répertoire, c'est bien celle-ci. Voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette petite explication de Nu sous la crevasse. Nous nous retrouverons, si vous le voulez, bientôt pour une prochaine chronique du Moujik et ses phrases. Au revoir.